Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Cap ce soir sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, où le pays est tourmenté entre la politique nationale et les dictats internationaux. Et pour en parler, nous recevons Dadi Chiswaka. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes le coordonnateur donc de Horizon 2023. Aujourd'hui, quel constat faisiez-vous justement de ce climat politique intérieur du pays depuis le remaniement opéré par le président Félix Tshisekedi et dirigé bien sûr par la première ministre Judith Suminwa? Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, le constat, il est que l'ampleur qu'attendait au fait l'opinion aussi bien publique nationale que la classe politique congolaise dans son ensemble, que même la société civile n'est pas effectivement cette ampleur qui était attendue. Parce que d'une part, au mois de février de l'année en cours, le président de la République réunissait sa famille politique qu'on appelle l'Union sacrée pour pouvoir en fait les annoncer sa déception, parce que c'est les termes qu'il avait utilisés à la suite de la chute de la ville de Goma et de Bukavu, notamment entre les mains des rebelles du M23, AFC Fleuve Congo, soutenu par les Rwandais. Et donc, à la suite de ces échanges entre le président de la République et l'Union sacrée, il y a eu l'annonce qui devrait ouvrir la voie vers les consultations politiques, lesquelles consultations politiques devraient avoir pour aboutissement la mise en place d'un gouvernement d'ouverture, tel que l'avait dit le président de la République lui-même. Notre mouvement politique, Horizon 2023, était bel et bien partie prenante à ces consultations politiques qui ont été conduites par les conseillers spéciaux en matière de sécurité, monsieur le professeur Eberand. Sauf qu'à la sortie de ces gouvernements, nous avons évidemment tous constaté qu'il n'a pas forcément rencontré les consultations politiques. Donc il y a une sorte de frustration alors? Je pense que les frustrations, il ne faut pas se le cacher, les frustrations, ils sont là. Les frustrations, ils sont là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les gouvernements, aujourd'hui, nous considérons ces gouvernements pas comme un gouvernement d'ouverture, mais plutôt comme un réajustement technique, et en attendant toujours l'avènement de ces gouvernements d'ouverture pour pouvoir juguler justement des frustrations, mettre les filles et les fils de la République démocratique du Congo ensemble dans le sens de pouvoir faire en sorte que nous puissions nous atteler à des questions existentielles qui gangrènent la stabilité aussi bien du point de vue socio-économique, mais également et surtout du point de vue de la sécurité qui pèse, ou de l'insécurité qui pèse encore sur notre pays, notamment dans sa partie Est. Comme vous l'avez dit, on a l'impression que c'est plus un gouvernement donc intermédiaire, enfin intérimaire plutôt, en attendant justement le fameux dialogue là en ce moment politique, tant réclamé par l'opposition et les églises. Est-ce que vous pensez que justement c'est le moment, c'est assez éphémère? Sur votre même plateau, une fois, nous avons dit que les dialogues n'est pas nécessaire, surtout pas dans le format proposé par la SENCO et les CC. Les dialogues, il doit être permanent. Nous sommes des Africains, nous avons appris ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Ça veut dire que les consultations politiques qui ont été initiées par les chefs de l'État, à notre avis, ces consultations sont permanentes. Ces consultations se poursuivent. Vous avez vu, par exemple, M. Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de Budget, revenir aujourd'hui dans ces gouvernements des réajustements techniques. Mais c'est à la suite, justement, de sa rencontre avec le président de la République, laquelle rencontre, nous l'avons inscrite dans l'essence de la poursuite de ces consultations politiques. Par contre, à ces jours, nous estimons qu'en interne, s'il devrait y avoir un dialogue, cela devrait être inscrit dans l'essence de la poursuite des consultations politiques et que les chefs de l'État doivent être les seuls et l'unique ayant obtenu les suffrages de la majorité des Congolais à prendre l'initiative, à montrer la voie, à donner des orientations et à piloter lui seul, parce qu'il est le garant du bon fonctionnement de l'État, des institutions de la République. Et donc, oui au dialogue,
mais non au format du dialogue proposé par la CENCO et les CC. Et nous estimons que pour nous, les dialogues, ils doivent pouvoir être permanents et les consultations politiques font office aujourd'hui de ces dialogues, d'autant plus qu'il est permanent. Donc alors à quoi sert justement ce remaniement? Quels sont du coup les objectifs de ce nouveau gouvernement? Est-ce qu'on n'est pas justement à l'abri d'un troisième remaniement alors? Nous, comme je vous ai dit, notre mouvement, nous avions été partie prenante dans l'idée qu'il devrait aboutir à la sortie, à la mise en place d'un gouvernement. Mais, encore une fois de plus, nous pensons qu'il doit y avoir un autre gouvernement, cette fois-là, qui doit venir pour remplir des missions qui rencontrent les aspirations profonde du peuple. Je ne suis pas ici en train de dire que l'actuel gouvernement, ou même Soumino 1, ne l'a pas fait. Mais ici, il est question de pouvoir travailler dans le sens d'anticiper sur les frustrations, parce que ces différentes frustrations amènent les citoyens congolais, les uns et les autres, à afficher des attitudes parfois qui ne sont pas acceptables. Notamment certains Congolais qui décident, à travers ces frustrations ou à cause de ces frustrations, de rejoindre par exemple les rangs des ennemis de la République. Chose qu'Horizon 2023 fustige. Nous estimons que s'il y a des frustrations, il faut continuer les débats, il faut continuer les discussions en interne, entre Congolais, autour du chef de l'État, pour arriver à trouver des solutions. Et pour nous, nous attendons toujours les gouvernements qui devraient être issus de consultations politiques, parce que celui-ci n'est pas du tout un gouvernement qui reflète ce qu'a été l'engouement autour de ces consultations politiques. Bon, en tout cas, dans ce nouveau gouvernement de 53 membres, on retrouve, comme vous l'avez dit, 2 opposants, 2 anciens aussi candidats aux élections présidentielles. Adolphe Muzito, qui est devenu le vice-premier ministre chargé du budget, et Floribert Anzuluni, qui prend, lui, le ministère de l'intégration régionale. Comment expliquez-vous ce choix-là? Est-ce que c'était stratégique, vous, en tant que coordinateur, comment vous voyez cette situation? Si vous voulez, la voix d'Horizon 2023 et même l'opinion, parce que nous vivons quand même dans l'opinion congolaise, c'est des entrées au gouvernement qui n'ont pas rencontré l'assentiment du peuple congolais. On ne peut pas dire que c'est une ouverture quand même politique face à l'opposition? Non, il faut regarder plutôt ce qu'ils représentent, ceux qui sont entrés au gouvernement. Ils représentent quoi? Adolphe Muzito, aux dernières élections présidentielles, sur 23 candidats, quantième il était? Et Anzuluni, quantième il était? Cela reflète justement ce qu'il représente réellement. Aujourd'hui, je l'ai dit sur votre plateau, sans crainte d'être contredit, que le mouvement, notre plateforme politique, Horizon 2023, n'a rien à envier au parti, par exemple, de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, Nouvel Élan, et moins encore de M. Anzuluni. Donc, encore une fois de plus, je pense que, madame, quand vous prenez l'opposition d'aujourd'hui et vous prenez dans la majorité d'aujourd'hui et les 2 opposants, entre guillemets, qui viennent d'entrer au gouvernement, vous avez l'impression que tous ont déjà eu à diriger ce pays à des niveaux différents. Mais les résultats, lui, par contre, il s'est fait toujours attendre dans l'opinion congolaise. C'est l'école. C'est l'amélioration des conditions des militaires, c'est l'amélioration des conditions des magistrats, des infirmiers, des médecins. Voilà, c'est toutes ces questions que hier, Adolphe Muzito, comme Premier ministre, avait eu l'occasion de pouvoir y travailler et qu'il rencontre encore aujourd'hui. Moi, je pense que la classe politique congolaise actuelle, qui date depuis les années Mobutu jusqu'à ces jours, est une classe politique qui s'est organisée de prendre en otage les différents chefs d'État qui se succèdent. Voilà pourquoi, dans les prochains jours, Horizon 2023 et d'autres mouvements des jeunes dont nous estimons être de la classe politique intermédiaire, nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir mettre sur la place publique une alternative qui permettra aux chefs de l'État de sortir du joug de ceux et celles qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts, plutôt que faire de la gestion du pays et donc de soi pour la patrie. J'aimerais vous faire réagir justement sur les propos de M. Muzito, donc ancien Premier ministre de Kabila, qui n'avait pas justement manqué de montrer son intérêt pour rejoindre ce nouveau gouvernement, mais sous des conditions. Et dans cet élément-là, le gouvernement n'est pas justement en train de construire des alliances de circonstances
plutôt que des projets de société pour vous? Mais je peux comprendre que les alliances des circonstances, et c'est cela même la politique, par moment, sur base des certains enjeux, aussi bien au niveau interne qu'au niveau, on va dire, globalement politique, qu'on noue des alliances. Mais quand c'est des projets des sociétés, mais encore une fois de plus, pour nous, les alliances, oui, on doit les nouer, mais encore, il faut regarder la représentativité de celles et ceux avec qui nous sommes en train de nouer les alliances, de ce qu'ils représentent réellement dans l'opinion, des aspirations qu'ils représentent. Adolphe Muzito, excusez-moi, M. Anzuluni, ils ont tous, hier, été aux affaires, chacun à son époque, chacun à son tour. Mais ça a été pour quel résultat? Les projets des sociétés. Mais il faut qu'on en parle. Et il faut toujours en parler. Parce que, ma foi, il faut qu'un État soit gouverné, notamment sur base d'une vision, d'un projet, sur base des doctrines, domaine après domaine. Aujourd'hui, je pense que vous avez raison de soulever la question, et la gouvernance de la République, elle devrait être fondée sur base, justement, d'une vision claire, précise, connue par les peuples. Pourquoi ? Parce que les peuples est les souverains primaires, les peuples est celui qui est propriétaire du pouvoir, s'il faut que je m'exprime comme ça, et donc il doit pouvoir non seulement connaître les plans, mais également adhérer à ces plans, mais troisièmement, s'approprier ces plans pour pouvoir l'accompagner et s'assurer d'exercer un contrôle citoyen auprès des dirigeants pour s'assurer que c'est sur quoi, ça s'appelle contrat social, c'est sur quoi nous nous sommes mis d'accord, que nous soyons en train de l'exécuter au bénéfice justement de ces souverains primaires. D'ailleurs, est-ce qu'à votre avis, c'est un choix stratégique de la part du président d'avoir mis M. Anzuluni, qui est l'ex-coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, connu aussi pour dénoncer la corruption, réclamer la transparence et défier frontalement aussi le régime. Donc on se doute bien que là, la question se pose. Pourquoi avoir choisi donc le coordinateur du mouvement Filimbi ? Je pense que la volonté du président de la République, comme je le dis, a toujours été de rassembler. Elle a toujours été de rassembler. Et d'où, comme je vous le disais tout à l'heure, d'où la convocation des consultations politiques. Donc pour vous, ce n'est pas de la récupération politique, étant donné qu'il était militant. Je pense que ce n'est pas forcément de la récupération politique. C'est plutôt un élan qui tend à pouvoir rassembler. Mais nous, Horizon 2023, ce que nous continuons et nous avons commencé à réclamer aujourd'hui, c'est que les consultations politiques doivent se refléter au niveau des animateurs qui sont en train d'être actuellement nommés par les présidents de la République. Le gouvernement Seminois 2, il vient de voir les jours, mais sa sortie n'a pas vraiment fait mouche au niveau de la population, au niveau de la classe politique, au niveau de la société congolaise plus globalement, pour dire. Et je pense, encore une fois de plus, les cas des Muzito, les cas d'Anzuluni, et même les cas, vous avez oublié, de l'actuel ministre de la Justice qui vient de la société civile, pour nous, nous les inscrivons comme un peu de cas isolés, qui ne sont pas forcément des cas liés aux consultations politiques, même si Adolphe Muzito était quand même aussi passé par ces consultations. Donc pour vous, ce n'est pas possible en soi de concilier l'opposition des profils assez opposés? Ah oui, non, mais c'est possible. Mais ça appartient justement au garant du bon fonctionnement des institutions, qui est le président de la République. Je crois que le président a reçu M. Martin Fayoulou. Oui, mais justement, comment ça se fait qu'il n'est même pas sur la liste justement des ministres, qu'il n'ait pas un poste au sein du gouvernement? Non, mais madame, vous posez la question de savoir. Ça, il n'y a que M. Martin Fayoulou qui le sait, et le président de la République. La question, puisque je suis sur votre plateau, la question c'est comment, messieurs, par exemple, Dadi Tchishwaka, comment Horizon 2023, alors partie prenante aux consultations politiques, ne s'est pas retrouvée dans le gouvernement Seminois 2. C'est peut-être ça la question. Maintenant, la question, je ne saurais pas vous dire les raisons pour lesquelles Martin Fayoulou ou même ses partisans ne sont pas dans le gouvernement Seminois 2. Ça, je pense que c'est une question auquel lui-même et probablement les chefs de l'État pourront éventuellement répondre. Je vous pose cette question parce que justement le porte-parole de la coalition, donc Lamouka, a dit qu'il a refusé de tendre la main au président Tshisekedi par patriotisme et conviction. Et donc là, dans votre cas, est-ce que vous, justement, si
Monsieur Tshisekedi vous tendez la main, est-ce que vous serez prêt à le refuser par patriotisme et par conviction, comme l'a fait justement la coalition Lamuka? Madame, vous devez savoir qu'Horizon 2023, depuis sa création, avait levé l'option de pouvoir accompagner l'institution président de la République pour des raisons évidentes. Parce que notre approche politique cadrée avec les 3 principes que Félix Tshisekedi avait émis au sommet de l'État, à savoir l'instauration d'un État des droits en République démocratique du Congo, car vous savez que la justice élève une nation. Et donc pour nous, il était important de pouvoir accompagner cette idée. Nous parlions ici tout à l'heure des visions ou même des projets des sociétés. Et deuxièmement, Félix Tshisekedi parlait de l'instauration de la transparence dans la gestion de la chose publique. Et troisièmement, il parlait de la démocratie entendue comme une valeur assez fondamentale et inhérente à l'homme. Et donc pour ces raisons-là, nous avons opté à pouvoir accompagner l'institution présidente de la République. Avant les consultations politiques, nous avions dit qu'Horizon 2023 était prête à pouvoir accéder à la gestion des institutions de la République et de façon significative. Pas pour faire de la figuration, mais pour travailler dans les secteurs qui nous seront attribués par les chefs de l'État et y apporter des résultats palpables qui rencontrent et qui impactent la vie des populations. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que oui. Sinon, on ne serait pas parti aux consultations politiques du mois de mars ou avril, si je ne me trompe pas. Nous étions partie prenante et donc nous avons déposé notre cahier des charges auprès de celui qui représentait les chefs de l'État dans les pilotages de ces consultations. Nous restons totalement ouverts et nous nous attendions d'ailleurs à figurer dans le gouvernement souminois, parce que pour nous, c'était un gouvernement qui devrait normalement rencontrer les conclusions de consultations politiques. Encore une fois, le gouvernement est sorti, l'ampleur n'est pas ce qui était attendu. C'est pour cela que justement il y a eu un retrait en termes de patriotisme et de conviction, ce n'était pas réuni. Là, dans votre cas, la porte reste toujours ouverte. Et en parlant justement de cette porte qui est toujours ouverte à la jeunesse, mais aussi aux femmes, la prophétesse Grace Amy Coutinho a été nommée donc elle ministre de la jeunesse, ce qui a suscité donc beaucoup de polémiques. Mais vous, quel est votre avis sur sa nomination ? Écoute, je n'ai pas d'avis particulier sur son ministère sur Madame. J'y hein. arrive. Sur Madame Coutinho, du reste que je ne connais pas, que je n'ai pas connu par les passés, et depuis sa nomination, je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire des recherches sur sa personne pour me rendre compte de ce qu'elle représente vraiment en termes d'atouts, en termes d'envergure pour pouvoir aujourd'hui être à la tête d'une jeunesse d'un pays comme la République démocratique du Congo où il y a à peu près 120 millions d'habitants dont 65% est constitué de la jeunesse avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 17 à 35 ans. Et donc moi par contre je me dis au regard des problèmes innombrables que traverse la République démocratique du Congo et c'est que devrait être la participation, l'implication de la jeunesse. Je me pose encore la question de savoir l'envergure de la personne. Et il me semble que depuis que les présidents Tshisekedi sont au pouvoir, je crois, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ministres se sont succédés à la tête de la jeunesse. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas souvenance de ce que je peux aujourd'hui vous dire comme réalisation de ces ministres passés à la tête de ces ministères aussi cruciaux que celui-là, comme ministère de la Jeunesse. Madame, vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Sénégal, au Niger, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons une guerre qui dure depuis 30 ans. Et depuis 2022, il y a la résurgence de ces mouvements M23 soutenus par les Rwandais. Mais nous n'avons pas le sentiment que la jeunesse congolaise, elle est entraînée, mais de façon significative, de façon rigoureuse, de façon ferme, à ce qu'elle s'approprie cette guerre, à ce qu'elle inonde les rues de Kinshasa, elle inonde les rues de Lubumbashi, elle inonde les rues de toutes les grandes villes et même de tout le pays pour pouvoir dire non à cette agression. Et donc aujourd'hui, les choix qui doivent être faits à la tête de ces ministères aussi
pertinent, important et crucial, reste encore une question qui se pose dans l'opinion. Je n'ai absolument pas des commentaires sur le choix du président de la République qui est plus ou moins celui qui possède assez d'informations que nous, mais je m'interroge tout simplement. Et je me dis que, encore une fois, personnellement, en tant que leader politique en République démocratique du Congo, c'est lui qui gère les jeunes, qui est toujours dans les mouvements des jeunes depuis l'université, disons, depuis près de 25 ans aujourd'hui. Je n'ai pas souvenance des réalisations apportées, des réformes, des réalisations apportées à la tête du ministère de la Jeunesse par les 2 ou 3 ministres qui se sont succédés à la tête de ces ministères depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Maintenant, celle qui arrive, encore une fois de plus, je ne la connais pas. Je ne connais pas ce que ça représente en réalité pour pouvoir porter les fardeaux de la jeunesse congolaise sur ses épaules. Je pense que, comme on dit, la fin justifiant les moyens, nous allons juger les jours qu'elle sortira du gouvernement. Monsieur Tshiswaka, on arrive bientôt vers la fin de l'émission. Et en matière de politique extérieure, la RDC et le M23 poursuivent donc les pourparlers de paix à Doha dans un climat toujours marqué par des combats à l'est de la RDC. Selon vous, quelles sont encore les difficultés qui bloquent justement la signature finale à cet accord de paix? Je pense que ce qui bloque aujourd'hui, surtout que sur terrain, il n'y a pas assez de perceptibilité. Après, particulièrement la signature de l'accord du mois de juin, des paix entre les Rwandais et la RDC, les processus de Doha, dont la signature de la déclaration des principes a été signée notamment au mois de juillet, dans les calendriers, si je ne me trompe pas, les 18 août, on devrait normalement avoir la signature de l'accord des paix entre les M23, AFC et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la seule chose qui bloque, c'est la volonté des partis. Et en parlant de la volonté des partis, c'est essentiellement, comment je vais dire, la volonté des acteurs du M23, qui sont des pantins du Rwanda, qui constituent aujourd'hui les grands blocages. Parce que depuis les différentes tractations, aussi bien au niveau de l'Union africaine, avec les initiatives, par exemple le processus de Nairobi à l'époque, processus de Luanda et tout, la RDC, la République démocratique du Congo, à travers les présidents de la République, Félix Tshisekedi, a toujours été de bonne foi. Et jusqu'à preuve du contraire, la RDC est toujours de bonne foi. Et donc, à ces jours, madame, il n'y a pas 1000 difficultés autour de ces accords. La seule et l'unique difficulté aujourd'hui est la volonté, justement, des animateurs, des acteurs de l'AFC M23 avec leur patron qui est les Rwandais. Mais je crois fermement que la RDC, le gouvernement, va exercer aussi bien des pressions au niveau international, mais également au niveau du partenaire américain, qui est au fait les facilitateurs de tout ceci, pour qu'on arrive pas à des paix sur papier, mais à des paix réellement sur terrain, dans les faits, et que Goma, Bukavu, Bunagana, Massissi, et que toute la province du Nord Kivu et du Sud Kivu soit totalement libérée et dégagée de ces forces négatives, pour que l'autorité de l'État revienne sur l'étendue de la République démocratique du Congo et particulièrement à l'est de notre pays. Et comment justement le pays entend-il de garantir cet accord qui profite franchement, réellement, du coup, à la population congolaise, car comme vous l'avez dit, là en ce moment encore, Kinshasa négocie toujours avec Washington les accords miniers. Il y a eu 52 élus démocrates américains qui ont récemment demandé une transparence à ce sujet, parce qu'ils craignent justement des conflits d'intérêts et des atteintes aux droits humains avec cet accord-là, pour qu'elle puisse vraiment profiter du coup à la population congolaise. Vous pensez, vous, que c'est vraiment une bonne solution, cet accord-là? Oui, l'accord économique est une bonne solution, madame. Est une bonne solution, pourquoi? Parce que finalement, à un certain moment, il faut qu'on arrive à exploiter ces minerais-là. Je vous dis que ces minerais-là existent depuis avant l'indépendance, depuis la nuit des temps.
Mais comment garantir la souveraineté? J'y arrive, que ces minerais-là existent. Madame, on ne vit pas dans l'avenir, on vit toujours dans le présent. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez l'information qu'il y a encore des investisseurs qui courent aux portes de la RDC pour aller exploiter les diamants. Non, parce que tout simplement, aujourd'hui, les diamants se fabriquent dans les laboratoires, ici en Occident, ce qu'on appelle les diamants synthétiques. Et donc, avec son téléphone, madame, on peut mettre en place une application et devenir millionnaire demain, devenir milliardaire demain. Et donc, les valeurs de nos minerais, les valeurs qu'ont nos minerais aujourd'hui, les lithium, les cobalt, tout ce que vous voulez, ne vont forcément pas continuer à être les mêmes valeurs demain. Et donc, s'il y a un moment qu'il faut pouvoir exploiter ces minerais, nous pensons finalement que ça doit être aujourd'hui. Et qui d'autre que de l'exploiter, entre autres, aussi avec les Américains. J'ai dit entre autres parce que, rappelez-vous que nous avons déjà eu ce qu'on a appelé les contrats chinois. Donc, ces minerais, on a déjà signé des contrats avec les Chinois. Ce n'est pas parce que ces contrats chinois n'avaient pas ramené de l'argent à la République. Les contrats chinois avaient ramené de l'argent à la République, sauf que les dirigeants de l'époque avaient choisi de voler cet argent, plutôt que de travailler dans le sens, pour rencontrer votre question, dans le sens d'impacter la vie des populations. Et donc cet accord-là, comment garantir la souveraineté? Il faut garantir la souveraineté par la transparence, qui doit, au fait, la transparence dont les gouvernements doivent faire montre autour de la signature de cet accord. Encore une fois de plus, il faut traiter les peuples comme on traite un adulte. Donc, les peuples et les souverains primaires. Cet accord n'est pas signé pour Félix Tshisekedi ou pour les ministres. Il est signé pour faire développer la République démocratique du Congo et son peuple. Et donc, le peuple doit pouvoir connaître les tenants et les aboutissants de cet accord pour pouvoir se l'approprier, l'accompagner et exercer un contrôle citoyen sur les dirigeants, et de sorte à s'assurer que ce qui a été conclu est effectivement en train d'être observé et suivi, et que les dividendes sont en train d'être utilisés à bon escient par les gouvernements, de sorte à régler les quotidiens du Congolais. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut justement que les mécanismes de contrôle soient mis en place par les gouvernements congolais pour permettre justement aux uns et aux autres, et particulièrement au peuple congolais, d'avoir un œil là-dessus. Et pour finir sur votre question, je vais dire que si les contrats que nous allons signer avec les Américains, si ce n'était pas avec les Américains, ça aurait été peut-être avec les Turcs. Ça aurait été peut-être avec la Russie, ça aurait été avec le Sénégal, sauf que vous parlez de sénateurs démocrates, mais vous savez que l'Est de la République démocratique du Congo est depuis 30 ans. C'est aussi grâce aux différentes administrations démocrates américaines, notamment avec Bill Clinton, notamment avec Barack Obama et Joe Biden, qui ont été des grands soutiens du Rwanda, du régime de Paul Kagame. Et aujourd'hui, je pense que l'administration Trump amène une autre approche de la politique étrangère, et Félix Tshisekedi saisit la balle au bon pour pouvoir faire en sorte de s'appuyer sur cette puissance militaire, de sorte à ce que nous, Congolais, prenions toutes nos responsabilités, devenions assez sérieux pour faire des choses sérieusement, de sorte à ce que nous puissions être respectés, tout simplement. Et dans ce contexte, pour terminer l'émission, comment définissez-vous la feuille de route prioritaire du pays pour les mois à venir entre enjeux sécuritaires et dialogue inclusif au sein du gouvernement? Alors, la feuille de route pour les pays, et ça c'est une très très bonne question. La feuille de route pour les pays, madame, il n'y a pas 10 voies à suivre. Aujourd'hui, les Congos souffrent d'un seul problème. Ce n'est pas, avant tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est social, les problèmes dont souffrent les Congos, c'est un problème d'hommes. Et donc, la feuille de route, au regard des enjeux dans notre pays, c'est l'homme congolais. Et donc, nous avons amorcé. Et très bientôt, vous verrez, les différentes forces de la classe politique intermédiaire au Congo, nous allons proposer au peuple congolais une force alternative dont les buts principaux, c'est le renouvellement de la classe politique. Il faut renouveler notre classe politique. Pourquoi? Parce que de la classe politique découle la classe dirigeante. Aujourd'hui, notre classe dirigeante n'est pas une classe dirigeante de qualité. Parce que la vision du président de la République, qui voulait l'instauration d'un état des droits, qui voulait la transparence dans la gestion de la chose publique, c'est
jusqu'à preuve du contraire, plus ou moins des rendez-vous qui ne sont pas en train d'être tenus. Voilà pourquoi nous estimons, madame, si nous n'avons pas des personnes de qualité, nous n'aurons pas la politique de qualité. La politique salariale, la politique économique, la politique sociale, la politique touristique, la politique sportive, la politique sanitaire. Nous n'aurons pas ces différentes politiques. Et donc, la feuille de route, la seule qui tienne et qui puisse tenir, c'est cette feuille de route qui consiste à renouveler l'homme congolais dans son ensemble et particulièrement l'homme politique congolais. Et ça, c'est notre cheval de bataille. Et très très bientôt, votre média pourra en parler de ce qui va se passer, de cette nouvelle force alternative qui va voir les jours, où nous proposerons à 65% des jeunes Congolais à suivre ces mouvements pour que nous puissions récupérer les pouvoirs qui est les nôtres et faire en sorte que les chefs de l'État puissent avoir des collaborateurs qui font de la gestion de la République, disons, qui vont mettre la devise qui est la nôtre, les dons de soi pour la patrie, au centre de la gouvernance. Merci beaucoup Dadi Chisukwa, coordonnateur donc de Horizon 2023. Merci à vous. Merci beaucoup madame. C'est la fin de l'entretien du jour. Bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.